Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 24 avril, le futur quartier de La Sueta, mais aussi l'extension des horaires des commerces de Nyon le samedi avec la présidente de la Société industrielle et commerciale de Nyon, Marisa Benedetto. Pour commencer, la suite de notre dossier consacré à l'usine d'embouteillage de Divonne-les-Bains. Souvenez-vous, en voulant lancer sa propre marque d'eau minérale, l'usine souhaite également devenir la première station thermale du bassin lémanique. Un projet qui inquiète Français et Suisses. On en parle cette semaine avec le maire de Divonne-les-Bains, Vincent Scatolin. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, merci d'avoir accepté cette invitation. À l'heure où l'on parle, le permis de construire de cette usine d'embouteillage est signé. Le projet s'appelle Iceberg. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce projet ? Alors le permis de construire est une étape du projet. Il faut revenir à la genèse du projet. L'eau de Divonne est classée comme une eau minérale depuis maintenant des dizaines d'années. Une eau minérale, c'est une eau très spécifique. La commune de Divonne a toujours souhaité valoriser cette eau minérale et la confier à un industriel pour qu'il puisse la commercialiser en France, mais également à travers le monde. Plusieurs contrats avaient été signés par mon prédécesseur et des industriels qui n'avaient pas été au bout. En 2016, le conseil municipal de la commune a donné cette gestion du projet d'embouteillage de l'eau minérale à la société Andrinus, qui s'est chargée d'élaborer un plan d'affaires et qui a dernièrement déposé un permis de construire, le fameux projet Iceberg, que j'ai signé le 13 mars dernier. Ce projet qui s'appelle Iceberg est un projet d'usine dans lequel sera embouteillé les bouteilles d'eau minérale qui seront ensuite expédiées en France et à travers le monde. À travers le monde, où exactement ? Quand nous en discutons avec notre porteur de projet, la société Andrinus, il nous dit qu'une grande partie de son marché sera sur des marchés où aujourd'hui l'eau est une difficulté, se fait rare. La nature de l'eau, en fait, est compliquée et ça sera plutôt sur des marchés asiatiques. C'est les marchés dont je vous parle aujourd'hui. Les choses peuvent évoluer. Tout dépend le temps que mettra le projet d'usine d'embouteillage de l'eau à sortir de terre concrètement. On va y aller par étapes parce que ça peut paraître un peu indigeste pour les gens qui nous regardent. Cette eau est envoyée du côté de l'Asie. On a dit avant c'est une eau minérale, donc pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas être consommée du côté français ? De l'eau minérale, ça reste de l'eau potable. Je suis ravi que vous me posiez la question, parce qu'on entend tout et son contraire sur ce sujet de l'eau minérale et de l'eau potable. À partir du moment où une eau est classée comme minérale, c'est un arrêté ministériel, elle ne peut plus être raccordée au réseau d'eau potable, sauf cas de crise majeure. Et c'est le cas pour l'eau de Divonne depuis les années 90. Donc aujourd'hui, si vous vous promenez à côté des sources de Divonne, vous verrez que l'eau coule dans un ruisseau, dans le champ, et qu'elle n'est pas raccordée au réseau d'eau potable. L'eau minérale, elle dépend aussi d'une nappe très spécifique. Il y a eu des études qui ont été faites par des bureaux spécialisés et qui montrent que cette nappe est à plus de 80 mètres sous terre. Donc même si nous le voulions, nous ne pourrions pas raccorder cette eau minérale au réseau d'eau potable. Ou si cela devait être fait, l'eau devrait être retraitée. On a une chance, parce que l'eau minérale de Divonne a des qualités exceptionnelles. C'est une eau très pure. Et aujourd'hui, elle partira de la source, sera amenée par une conduite à l'usine d'eau minérale, d'embouteillage, et elle sera directement mise en bouteille. Il n'y aura pas de retraitement, parce que la nature de l'eau est une eau pure et très pure. Mais en tant que maire de Divonne, est-ce que vous n'avez pas plutôt intérêt à privilégier les intérêts finalement de Divonne-les-Bains et pas de l'Asie et pouvoir consommer cette eau sur votre territoire ? Quand on est maire, ou quand on dirige un conseil municipal comme l'a fait mon prédécesseur, il y a deux objectifs. Le premier, c'est d'assurer un développement économique pour la commune. Et c'est le cas avec cette usine d'embouteillage. Il faut que ce projet soit un projet de l'industrie du futur et qu'il puisse s'inscrire aussi dans une stratégie de développement durable et de transition écologique que l'on veut mettre en place sur la commune. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Et deux, le projet d'usine d'eau minérale, avec ce projet, il y aura un point d'accès à l'eau minérale de Divonne pour l'ensemble des habitants de Divonne, mais également pour l'ensemble des habitants du pays de Gex, qui pourront demain venir chercher de l'eau qui coulera dans un espace aménagé pour leurs propres besoins du quotidien. Vous nous dites justement vouloir inscrire ce projet dans une dimension écologique et durable. Pourtant, du côté des chiffres que présente le partenaire du projet, M. Patrick Sabaté, on prévoit d'injecter 400 millions de bouteilles par an, 160 camions par jour qui transiteraient. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'écologique là-dedans, dans ce projet ?
Alors, 160 camions, je ne suis pas sûr que le chiffre soit totalement exact, mais je crois que l'objectif d'aujourd'hui, ce n'est pas de se battre sur les chiffres, c'est simplement donner des informations en l'état du projet. Sur la question des bouteilles, très clairement, la stratégie économique et la stratégie commerciale portée par M. Sabaté vise à avoir un recyclage du plastique qui soit innovant. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le problème que l'on connaît et dont on entend parler quasiment à longueur de journée, c'est la gestion des plastiques. Ce n'est pas le fait de produire du plastique qui peut être un problème, même si la nature même du plastique ou la composition du plastique peut questionner, mais c'est surtout qu'est-ce qui se passe une fois que le contenant du plastique a été utilisé quand on parle de l'eau ou de soda. C'est qu'à un moment, les gens les jettent aussi dans des secteurs qui ne sont pas dédiés à la gestion des déchets. Donc ce qu'on souhaite, c'est que dans le projet qui est porté par M. Sabaté, on puisse inscrire une stratégie qui assure qu'une grande partie des bouteilles d'eau seront recyclées et vraiment recyclées. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que cette stratégie, pour l'instant, elle n'existe pas. C'est bien ce qui inquiète aussi du côté français que du côté suisse. On se pose la question de savoir ces camions, par où est-ce qu'ils vont passer. Première question, par où est-ce que ces camions donc, vont passer? Est-ce que vous avez un plan précis et détaillé du plan de circulation, par exemple? Alors, il y a une étude d'impact qui a été faite dans le cadre des autorisations administratives qui sont en cours d'instruction par les services de l'État. Je rappelle que ce n'est pas parce que le permis est signé aujourd'hui que le projet va se construire dès demain. Il y a toute une série d'autorisations administratives à obtenir. Et ensuite, on souhaite que les transports, et on y sera très vigilant, et c'est tout le sens de la délibération qu'a prise le conseil municipal il y a 15 jours, c'est de dire on souhaite que ce projet d'usine d'embouteillage il soit un modèle et qu'il ait un volet environnemental très fort, notamment sur la problématique des transports. Monsieur Sabaté, quand on parle de ce projet d'embouteillage, vous voulez en faire aussi la première station thermale. Donc évidemment, c'est des choses qui se prévoient, qui se construisent à l'avance. Donc il faut prévoir aussi le trajet de ces camions. Donc par où est-ce que passent ces camions, encore une fois? Alors, deux solutions sont envisageables pour les camions. La première, c'est de passer par le territoire français, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer par la douane de Chavannes. Et la deuxième solution, c'est de passer par la douane de Chavannes. Très clairement, et ce ne serait pas notre responsabilité, on ne prendrait pas notre responsabilité d'élu si on faisait passer des camions par Chavannes, si les autorisations sont données, aux heures de pointe. Vous le savez comme moi, notre territoire s'est énormément développé et aujourd'hui, Divonne a vu doubler le trafic à la douane de Chavannes. Chavannes, c'est plus de 20 000 véhicules qui passent justement par jour. Donc comment est-ce qu'on gère le flux de ces camions s'ils venaient à passer par Chavannes? Ça peut être par des horaires décalés. C'est-à-dire qu'ils pourraient emprunter la douane de Chavannes à des horaires qui ne sont pas des horaires de saturation de cette douane, qui sont généralement entre 7h et 9h le matin et à partir de 16h le soir. Sachant qu'aujourd'hui, on a aussi une augmentation des transports publics qui devrait arriver, qui devrait détendre aussi la fréquentation des véhicules sur la douane de Chavannes, mais ça c'est un autre sujet. Et il y a le sujet également du mode de transport, c'est-à-dire sur le camion. On travaille aujourd'hui, M. Sabaté nous dit qu'il travaille aujourd'hui sur un mode de transport qui soit un mode de transport écologique, avec de nouvelles technologies sur les camions. Ça peut être de l'hydrogène, ça peut être des véhicules électriques. Aujourd'hui, des camions qui n'existent pas encore. Je ne suis pas sûr qu'ils n'existent pas encore. Il y a quand même aujourd'hui des études, il y a des prototypes qui sont lancés et qui pourraient permettre de répondre à nos attentes. Mais très clairement, la commune souhaite que ce projet s'inscrivent très clairement dans notre stratégie, dans notre politique de transition écologique et de développement durable. En tant que maire de Divonne, pourquoi signer finalement un projet alors qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, vous nous le dites vous-même? En fait, j'ai repris les engagements qui avaient été pris par le conseil municipal en 2016, si ma mémoire est bonne, lorsque le contrat a été signé avec la société Andrenus. La société Andrenus a déposé un permis de construire. Le permis de construire répondait aux attentes de la commune. Je rappellerai que le permis, initialement, prévoyait un bâtiment qui faisait plus de 20 mètres de haut. Aujourd'hui, on a un bâtiment qui fait 10 mètres de haut. On a un bâtiment qui aura des qualités environnementales fortes, alors qu'initialement, ce n'était pas prévu. Donc, c'est la raison pour laquelle le permis a été signé. Et entre le moment où le permis est signé et la réalisation de l'usine, il y a encore des mois qui vont se passer. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a encore des autorisations administratives à obtenir. Et on a ce temps pour aujourd'hui compléter en fait, le dossier et puis trouver des solutions concrètes, pérennes et durables pour la question du transport et pour la question du plastique qui est un vrai sujet. Lors du 11 avril, il y a également une séance municipale. Vous souhaitez constituer un groupe de travail. Qui va constituer ce groupe de travail? Pour le moment, c'est un groupe de travail d'élus parce que je souhaite que ce dossier soit partagé.
par l'ensemble du conseil municipal. Le débat que nous avons eu le 11 avril a permis de poser des bases claires, c'est de dire on continue les discussions avec l'entreprise Andrenus sur le portage de ce projet. On souhaite qu'il y ait plus de concertation et de communication. C'est le sens de la réunion d'information que nous avons programmée à la fin du mois de mai. Un débat à huis clos, des élus donc, que vous voulez intégrer à ce groupe de travail et les Suisses dans tout ça, puisqu'on imagine, voilà, si ça passe par Chavannes-de-Bougie, pourquoi ne pas intégrer les Suisses à ce groupe de travail? C'est une hypothèse. Aujourd'hui, on est plutôt sur un groupe de travail qui serait constitué d'élus du conseil municipal français. Rien n'est exclu pour l'ouverture de ce groupe de travail. Je pense qu'on va clarifier la composition de ce groupe dans les quelques semaines qui viennent. Pour en revenir aux discussions avec les élus suisses, j'ai eu l'occasion de rencontrer les élus de la Terre Sainte le 10 avril dernier. On souhaite organiser une présentation du projet par le porteur de projet d'ici à la fin du mois de mai. Et je pense qu'il y a un dialogue constant à avoir avec les élus suisses. Projet, puisqu'ils ont déjà annoncé faire une opposition au projet. Tout à fait. Et je regrette que, par contre, on n'ait pas anticipé des échanges avec les élus suisses et l'ensemble des élus concernés, et que l'on se soit retrouvé dans des échanges par médias interposés pour discuter d'un projet important. Donc j'essaye aujourd'hui, depuis que je suis maire, ça fait 2 mois, de pouvoir retisser un dialogue avec les partenaires suisses, parce que je considère qu'on doit être dans une solution de partenariat, pour pouvoir présenter le projet, faire de l'information et de la concertation sur les conséquences de l'arrivée de cette usine d'embouteillage de l'eau minérale à Divonne. Mais je dirais même, au-delà de l'usine d'embouteillage, je pense qu'il y a un dialogue constant à avoir avec les partenaires suisses, parce qu'on a un bassin de vie où les problématiques sont quand même très liées, qu'on habite en France ou qu'on habite en Suisse. Et je pense notamment à la question du transport. C'est en tout cas les préoccupations et le souhait qui est fait du côté suisse. L'appel est donc lancé, Monsieur Vincent Scatolin. On attend donc de vos nouvelles et merci d'avoir été avec nous. Merci. Une interpellation déposée en mars dernier demandait à l'exécutif nyonnais de chiffrer la valeur des services industriels de Nyon. Vincent Acker, municipal en charge du Dicaster, répond aux postulants. Les cils valent une 50aine de millions. Les détails au micro de Florian Cavalieri. Alors j'ai effectivement des éléments de réponse, en l'occurrence la valeur qu'on a mis qui a été déposée dans le préavis de l'année dernière sur la privatisation des SI estimait les services industriels à peu près 49 750 000. Ça comprend ce qui concerne le réseau d'électricité et le réseau de gaz et ça ne comprend pas le réseau d'eau et l'éclairage public. On a tendance à dire que les SI rapportent 3,5 millions de francs dans les escarcelles de la commune. Est-ce le bon chiffre ? Alors, c'est le bon chiffre si on parle de marge, de marge contributive. Donc, c'est une sorte de dividende ou de bénéfice qui est versé à la ville de la part des services industriels. Mais en fin de compte, la participation financière des services industriels dans les finances de la ville se monte à 8 millions bon an, mal an. Toujours sur ce dossier, il y a 1 an, le conseil communal refusait la privatisation des SI. Où en est-on sur ce dossier ? Alors le dossier reste vivant, on va dire. Ce qu'on doit attendre maintenant, c'est le soir où il y a eu le report, il y a eu un postulat qui a été déposé par les conseillers Wallonne et Voidance. Et ce postulat a fait l'objet d'une réponse de la municipalité qui est maintenant débattue en commission ad hoc. Et en fait, nous attendons le rapport de cette commission pour savoir comment nous inscrire sur l'avenir. Vous êtes à la tête d'un autre dicaster aussi qui est très polémique, c'est celui des ressources humaines. Le but, c'est de transformer le statut du personnel en un règlement. Là encore, où en est-on sur ce dossier ? Alors, c'est pas si polémique que ça. On n'a encore pas déterminé si ce serait un statut, un règlement ou quoi que ce soit. Ce sont des conditions de travail qu'on essaie de moderniser, de rendre attractives et en phase avec le monde du travail d'aujourd'hui. Le travail évolue sur ce dossier et actuellement différentes discussions sont en cours et un premier projet devrait être présenté en municipalité d'ici cet été. Vincent Acker, vous êtes donc à la tête des SI nyonnais, à la tête des ressources humaines. Ce sont 2 dicasters que vous avez voulu en début de législature. Est-ce que vous y trouvez votre compte ?
Alors oui, j'y trouve mon compte, je n'ai aucun regret d'avoir choisi ces dicastères, je les ai voulus, je les veux toujours, je les voudrais toujours, aussi longtemps que je serai là, parce que ce sont des dicastères qui me correspondent, ce sont des dicastères qui fonctionnent sur des énergies, des valeurs humaines, des dossiers et qui sont plus des dicastères de partage interne qui me permettent d'évoluer et d'apporter ma patte sur ces projets. On est en période préélectorale, tout le monde se place. Vous êtes prêt à rempiler, prêt à reprendre ces 2 dicastères pour une prochaine législature? Alors, plus que jamais, oui. Plus que jamais. Ah oui, parce que j'y trouve vraiment mon compte et j'ai des équipes extraordinaires. Et je dirais, donner encore plus l'esprit de ma motivation, c'est que tout à l'heure, quand on a parlé de la valeur des services industriels, on a parlé gros sous, mais la vraie valeur, elle n'est pas là. Autant au niveau des services industriels que des services, d'autres services de la ville, la vraie valeur, c'est la valeur de ceux qui constituent ce service. Ce sont les collaboratrices, les collaborateurs, leur savoir, leurs compétences. Et je pense que c'est ça qu'on doit préserver ici, à Nyon. Il y a 2 semaines, nous recevions sur ce plateau Yves de Ferrare, secrétaire régional d'Uniavo, qui défend le référendum contre l'ouverture des commerces jusqu'à 19h le samedi à Nyon. La présidente de la SIC, Marisa Benedetto, a demandé un droit de réponse. Marisa Benedetto, bonjour. Bonjour Andrea, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Qu'est-ce qui vous a déplu donc dans cette interview ? Malheureusement, je dois rectifier la plupart des propos tenus par M. de Ferrare lors de votre journal du 11 avril. En l'occurrence, ces propos étaient donc que la convention collective n'est pas respectée par l'ensemble des commerçants et que la SIC refuse les contrôles, ce qui est complètement faux. Je vous ai apporté des documents qui prouvent le contraire. Tout d'abord, la SIC ne s'est jamais refusée ni au contrôle ni à respecter la convention. En commission paritaire, il y avait des contrôles réguliers. Les contrôles se passaient tellement bien que nous avons réduit d'un commun accord en commission paritaire, donc la partie patronale et la partie syndicale, 70% des contrôles, du fait que ça se passait bien. Tout se passait tellement bien que nous avons fait des actions communes avec UNIA. Donc nous avons invité UNIA lors de notre galette des rois, les fontaines décorées, le samedi des mômes. Nous avons même organisé une séance d'information pour parler de la convention collective et ce sont leurs propres juristes qui sont venus parler à nos commerçants de cette convention. Donc, le but, c'était que ça se passe tellement bien que de trouver finalement un point d'entente avant d'en arriver à un référendum. L'objectif, c'était que de trouver un accord sur l'extension des horaires le samedi. Donc, j'aimerais vous entendre sur la même question que j'ai posée à M. Yves de Ferrare. Pourquoi est-ce que cet accord il n'a pas été trouvé et pourquoi est-ce que les négociations ont été interrompues? Alors, là aussi, j'aimerais préciser que ce n'est pas la municipalité qui a interrompu les négociations, mais c'est bien UNIA qui a interrompu les négociations, puisque nous avions trouvé un accord par rapport à cette heure d'ouverture supplémentaire. Je spécifie bien que c'est bien 1 heure d'ouverture supplémentaire et non pas 1 heure de travail supplémentaire. Nous avions trouvé un accord et cela avait abouti à une lettre commune que nous avions écrite à la municipalité. Et là, la UNIA s'est rétractée en prétendant qu'elle n'avait pas compris ce qu'elle avait signé dans cette lettre. Donc cet accord avait été signé de la part des 2 parties, c'est ce que vous nous dites? Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, la convention avait été renvoyée à la SECO pour justement la prolonger. De son côté, Yves de Ferrare nous annonçait ici en plateau avoir fait des contre-propositions que vous avez refusées. Il parlait notamment de l'augmentation des horaires à la fin de l'année ou pendant Paléo. Qu'est-ce qu'il en est ? Et justement, la seule vérité qu'a dit M. de Ferrare, c'est qu'il nous a proposé d'ouvrir le samedi durant la semaine de Paléo. Vous comprendrez que M. de Ferrare ne connaît absolument pas la vie économique nyonnaise. La semaine de Paléo, les commerces peuvent fermer à 15h parce que la vie se passe justement à Paléo. Et justement, nous voulions ouvrir en fin d'année et la commission paritaire, donc la partie syndicale, ne voulait pas nous octroyer justement l'ouverture de ces samedis-là. C'est justement le contraire.
C'est des propos qui vous appartiennent donc de part et d'autre, on le comprend bien, mais est-ce qu'il y a eu une pression exercée de la part des commerçants sur le personnel pour l'empêcher d'aller à la séance d'information organisée par UNIA ou pour avoir accès au dialogue avec UNIA, entre donc UNIA et les commerçants? Absolument pas. Je vous répète qu'à Nyon, il y a environ 1300 employés assujettis à la convention collective, donc gestionnaires du commerce de détail. Ils ont distribué librement leurs tracts pour cette séance d'information. Je crois même que ça a apparu dans la presse, ou en tout cas dans les journaux, sur les médias modernes. Je crois qu'il y avait une 70aine de personnes Oui. Il n'y a eu aucun empêchement. Et quand M. Desferrard dit que nous bloquions l'accès à nos commerces, c'est là aussi archi faux. Ils avaient accès libre aux petits commerçants. Pour les grands commerces, nous avons simplement demandé de recevoir le personnel. C'est l'exemple qui cite, justement, la Migros de la Combe. Voilà, donc Migros de la Combe n'a absolument pas bloqué l'accès. Simplement, dans une grosse structure, il y a un ordre de travail qui est organisé durant la journée et on ne peut pas bloquer le travail d'une entreprise comme ça grande. Donc on a simplement demandé une demi-heure avant l'ouverture, ils pouvaient avoir accès librement au personnel dans les salles ou à la sortie. Et la même chose pour Manor. Donc personne n'a bloqué quoi que ce soit, mais par contre leur tract était à disposition dans les salles de repos. Et j'aimerais terminer sur un point positif puisque vous êtes d'accord sur un sujet, c'est le changement des habitudes de consommation. Du côté de la SIC, vous demandez donc 1 heure supplémentaire le samedi jusqu'à 19h. Par conséquent, comment s'adapter justement au changement des habitudes de consommation? Ça passe par cette heure supplémentaire, Marisa Benedetto. Alors effectivement, c'est une des choses qu'il faut modifier. Aujourd'hui, les habitudes de consommation ont effectivement changé et c'est le consommateur qui décide. C'est aux employés et aux employeurs de s'adapter. Connaissant bien ma ville, rappelez-vous, quand j'étais jeune, les discothèques fermaient à minuit. Aujourd'hui, elles ouvrent à minuit. Les bus s'arrêtaient à 19h30. Aujourd'hui, c'est minuit. La plupart des commerces ont déjà une liberté d'ouvrir à Nyon. Au-delà de 22 heures, et il reste une petite poignée de commerçants qui n'ont pas cette liberté-là. Je voudrais encore juste rappeler une chose par rapport à ce qu'a dit M. Desferrard, par rapport à la convention collective de travail, quand il disait que les commerces qui avaient moins de 3 employés n'étaient pas assujettis à la convention. C'est complètement archi-faux. Je lui demande de se référer à la convention collective, au paragraphe du champ d'application, au point 1, point 2. L'ensemble du personnel travaillant à Nyon est assujetti, hormis les cadres, les patrons et les apprentis. Marisa Benedetto, merci pour ces précisions et à très bientôt. Je vous remercie, Andrea. Plusieurs élus nyonnais déposent un recours au Conseil d'État pour demander l'annulation du vote du Conseil communal sur le futur quartier de la Ceuta. Dans le préavis municipal, il est stipulé qu'une trentaine d'arbres seraient abattus. Or, selon les recourants, ce chiffre grimperait à une 60aine. Les explications au micro de Florian Cavalleri. Alors écoutez, oui, effectivement, on dépose un recours. On est 7 conseillères et conseillers communaux à déposer un recours au Conseil d'État parce qu'on estime, après coup, avoir eu d'autres renseignements, notamment sur le nombre d'arbres en question qui sont censés être abattus pour le plan de quartier Ceuta, qui se rapproche plus du double que de la trentaine qu'on nous a annoncé dans le préavis. Alors, partant de ce principe, on estime que le Conseil communal n'a pas eu toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions. Mais quels sont ces arbres qui sont concernés justement ? Alors, il y a passablement d'arbres qui font plus de 6 mètres et au sens du règlement sur les arbres, ils sont protégés. La demande d'abattage devrait être faite préalablement, ce qui ouvrirait un droit de recours ou d'opposition de la part de n'importe quel citoyen. Et aujourd'hui, ça n'est plus le cas puisque le plan partiel d'affectation a été accepté. Alors il y a ici une très grande diversité d'arbres. Ce ne sont pas des arbres standards comme on met partout, des alignés, mais c'est un vrai bocage qui est ici planté avec énormément de diversité. Qu'on comprenne bien, ici on est devant un séquoia, ce sont ce genre d'arbres que vous souhaitez protéger. Tous les arbres sont concernés, petits peupliers, grands séquoias. Quels sont vraiment ces arbres que vous dites où vous vous sentez avoir été floué ?
Alors le séquoia, évidemment, c'est le symbole, il est magnifique, mais les autres arbres sont aussi très beaux et surtout ils sont très divers. Ils abritent de la faune, de la flore, évidemment, mais beaucoup d'oiseaux et ils participent à ce qu'on prône aujourd'hui, c'est-à-dire la nature en ville. Ce qu'on replantera après me fait un peu souci parce qu'on va avoir des carrés bien délimités où on plantera des arbres que l'on espère ne pas devenir trop grands. Alors, lors du dernier conseil, hein, évidemment, la question des arbres avait été soulevée, balayée. Vous étiez surtout opposé à la forme, à la construction de ce nouveau quartier de la Ceuta. Est-ce que là, c'est pas un biais pour retarder ce projet ? Bon, écoutez, c'est un tout. Effectivement, dans le rapport de minorité, on était opposé à la forme urbaine qu'allait prendre le nouveau quartier, à savoir s'étaler plus que densifier en hauteur. Et on voit, si on visite un peu les nouveaux quartiers de Nyon, les bâtiments très proches les uns des autres, avec un revêtement au sol extrêmement minéralisé. Bon, mon collègue parlait tout à l'heure du chant des oiseaux, il n'y a plus vraiment dans les nouveaux quartiers. Je pense qu'on a tout intérêt à préserver des surfaces vertes en centre-ville. Donc ça, c'était un des arguments du rapport de minorité. Les arbres, effectivement, c'est venu au conseil communal, on a bien discuté des arbres. On voit qu'on va abattre plus d'une 60aine d'arbres pour faire ce nouveau projet. À l'heure où on nous parle du climat, ce n'est pas forcément une bonne chose. Je pense que les habitants du quartier sont très très satisfaits de leur zone verte. On voit par exemple le quartier de la Levrate, c'est un quartier qui a été extrêmement bien approprié par les habitants. C'est un quartier qui était très critiqué au début, dans les années 70. Maintenant, si vous passez à la Levrate tous les week-ends, je crois que les gens s'approprient ces espaces verts, ils ne dérangent personne. On diminue les nuisances, surtout par les grands espaces. Et puis, je suis persuadé que ces nouvelles formes urbaines où on veut rapprocher les gens, finalement, risquent de les éloigner. Parce que ça peut créer des nuisances entre voisins, et puis ce n'est pas forcément le but recherché. Mais on est d'accord, justement, ce n'est pas tellement ces arbres, c'est plutôt les immeubles qui sont prévus. Vous, ils vous déplaisent, vous préféreriez de nouveau une tour comme il y a ici? Eh bien, la densification en ville n'implique pas l'étalement des constructions au sol. Au contraire, ce qu'on cherche à faire, ce qu'on devrait faire, c'est monter un petit peu en hauteur pour pouvoir économiser du terrain, justement pour avoir des espaces verts autour des bâtiments. Et là, on voit qu'on a un bâtiment qui fait 11 étages, où les gens, quand on leur parle, ils ont des magnifiques souvenirs, ils n'ont pas l'impression d'être dans un ghetto. Par contre, ils ont autour de leur habitation un magnifique parc où les enfants peuvent venir jouer en toute sécurité. Et je pense que ce qu'on demande, c'est de refaire un peu les mêmes gabarits. D'ailleurs, si vous constatez, dans ce quartier, il y a 3 tours de ce côté, il y en a une de l'autre. Les bâtiments avoisinants sont tous élevés. Il n'y a aucune raison pour tout à coup vouloir faire des bâtiments plus bas et manger toute la surface au sol. Si le Conseil d'État accepte votre recours, qu'est-ce qui se passe avec ce plan d'affectation? Écoutez, si le Conseil d'État... Alors d'abord, il faut bien différencier le recours et l'éventualité d'un référendum. Le délai référendaire pour ce genre d'objet part une fois que la décision du Conseil d'État d'approuver le plan de quartier préalablement approuvé par le Conseil communal est déposée dans la feuille d'avis officielle. Donc là, le délai référendaire court, donc on n'est encore pas à ce niveau-là. Maintenant, on parle du recours au Conseil d'État. Alors effectivement, si le Conseil d'État entre en matière et accepte ce recours, nous demandons l'annulation du vote. Donc forcément, c'est repartir avec un préavis pour ce plan de quartier. Donc en premier, un recours et si ça passe pas, un référendum. Jackie Collomb, Sacha Soldini, vous étiez opposé lors du dernier référendum sur la hausse d'impôts et là, vous vous retrouvez sur ce sujet, sur ce plan d'affectation de la Ceuta. C'est le propre de tout délibérant, c'est d'avoir des membres qui ont des idées, pas forcément toujours les mêmes, et on s'est opposé sur ce sujet, on est d'accord sur bien d'autres, ça prouve que le Conseil fonctionne. Non, justement, il ne fonctionne pas, puisque les référendums se font en dehors du Conseil. On a l'impression que la politique déborde du Conseil communal. Pourquoi ce Conseil communal n'arrive pas à prendre des décisions qui sont suivies des faits, c'est-à-dire qui ne sont pas sujets à référendum? Bon, écoutez, de toute façon, au niveau de la politique, on est bien clair qu'il y a des débats qui sont extrêmement politisés. Effectivement, il y a des groupes politiques qui ont tendance à apporter du soutien entre eux, ce qui peut faire basculer les décisions. Mais on voit que le Conseil communal ne prend pas toujours les bonnes décisions, surtout en matière de fiscalité. On a vu dernièrement les résultats, c'était clairement tranché.
En bref, Daniel Rossella est nommé docteur honoris. L'Université de Lausanne remettra cette distinction au grand patron du Paléo le 24 mai lors du Dies Academicus, un prix qui salue son parcours et ses qualités entrepreneuriales dans le monde culturel et associatif. Pour rappel, l'année dernière, toujours en tant que fondateur et président du Paléo Festival de Nyon, Daniel Rossella recevait un Lifetime Achievement Award lors de la cérémonie des European Festival Awards aux Pays-Bas. Ils ont eu 103 représentations, la dernière est à l'octobre. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien à suivre le débat animé par Nasrat Latif sur la 5G. Bonne suite de programme sur NRTV.